Bonjour, nous allons nous retrouver pour cette vidéo pour programmer le parcours en largeur. Et nous allons l'appliquer à un graphe particulier puisqu'il s'agira de trouver son chemin dans un labyrinthe. Donc cette vidéo est la suite d'une vidéo précédente qui vous expliquait le principe du parcours en largeur et en profondeur. Donc si vous n'avez pas vu, je vous la mets dans les fiches en haut à droite ainsi que dans le lien dans la description. Et nous allons donc programmer ce parcours en largeur aujourd'hui en Python. Donc, j'ai commencé un petit fichier Python qu'évidemment on pourrait retrouver euh, pour servir de canevas pour notre programme. Donc, j'ai chargé quelques bibliothèques dont nous aurons besoin. Je charge un petit fichier M1 que je peux, pareil, vous fournir sur le cahier de la classe préparatoire en lien dans la description. Donc, je charge une image, en fait, plus précisément une matrice, que j'appelle M. Et pour suivre ce TP, il est préférable d'avoir les images et les matrices. Encore une fois, un lien est dans la description et dans les fiches. Donc, je vous rappelle que quand vous avez une matrice M ici, qu'on va coder comme une liste de listes. Donc, par exemple, si je veux faire afficher M crochet 00, ça affichera l'élément qui a la première ligne, première colonne, en vous rappelant que les lignes et les colonnes en Python commencent à 0. C'est pour ça que la première ligne, première colonne, c'est pas M crochet 1, c'est M crochet 0, crochet 0. Donc je fais afficher les trois valeurs de cette matrice-là, donc 0, 1, 0, et je demande à Python d'afficher la matrice sous forme d'image avec une color map en gris, donc ça fera une image en niveau de gris. Je vous rappelle que 0 code du noir et 1 code du blanc, et intermédiaire des niveaux de gris. Donc j'affiche la matrice, et on voit d'ailleurs que m crochet 0, 0, ici correspond à ce pixel-là qui est en noir, bien la valeur 0, M crochet 0, crochet 1, on est ici première ligne, deuxième colonne, c'est bien un pixel blanc, donc ça correspond bien à une valeur 1. Et là à droite, M crochet 0, crochet 2, donc première ligne, troisième colonne, puisqu'on commence à 0 en Python. Ici un pixel noir, donc ça correspond bien à 0. Donc c'est bien cohérent entre l'image et les valeurs de ces trois matrices. J'enregistre pardon, comme une variable le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice. Donc ça, encore une fois, si vous n'êtes pas, si c'est pas clair pour vous que quand vous avez une matrice qui est une liste de listes, len de m vous donne le nombre de lignes et len de m crochet 0 vous donne le nombre de colonnes, allez travailler le TP image et matrice qui est en vidéo. Ici, l'entrée du labyrinthe, c'est donné par la ligne 0, la colonne 1, donc c'est le pixel qui est tout en blanc en haut à gauche. Et ici, but, c'est le pixel qui est tout en bas à droite. Donc n-1, pourquoi n-1? Parce que comme il y a n lignes, la première ligne, c'est la ligne numéro 0, la dernière ligne, c'est n-1. P-2, pourquoi P-2? La dernière colonne, elle a comme numéro P-1. Et donc P-2, c'est l'avant-dernière colonne. Donc ici, on est bien dernière ligne, avant-dernière colonne, un pixel blanc, c'est la sortie de mon labyrinthe. Et donc moi, mon but, c'est de créer un parcours en largeur qui va me permettre de sortir de labyrinthe. Pour l'instant, on ne voit pas très bien quel rapport entre le labyrinthe et le parcours en largeur, mais j'y viens dès maintenant. En fait, vous voyez, source et but, ça va être, euh, ça va être des sommets de mon graphe. Donc ici, les sommets du graphe que je vais considérer, ça va être déjà des cases blanches, les cases où on peut se déplacer, les cases noires représentent des murs, c'est là ces cases qu'on ne peut pas traverser. Et ces sommets, je vais les représenter comme un couple, donc un indice de ligne et un indice de colonne. Donc ça, c'est mon graphe, c'est les sommets de mon graphe, c'est tous les couples I, J. Attention, qui donne une matrice, qui donne une valeur dans la matrice de 1, c'est-à-dire un pixel blanc. Les pixels noirs ne sont pas des sommets non graphes puisque je ne peux pas y aller. Et ce qu'il faudrait se poser la question, c'est maintenant, ok, on a les sommets de mon graphe, c'est quoi les arêtes de mon graphe? Eh bien, je vais décider, un petit peu arbitrairement, que quand je suis sur une case blanche, je peux faire que 4 déplacements élémentaires, c'est-à-dire soit je peux monter d'une case en haut vers en haut, donc, ou descendre d'une case, ou faire un pas vers la gauche ou un pas vers la droite. Et donc, sous réserve que les cases qui soient soit en haut, soit en bas, soit à droite, soit à gauche, soient des cases blanches, eh bien, je vais dire que ces deux sommets, ces deux cases-là, je peux les relier juste en faisant soit un pas, soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, eh bien, je vais considérer qu'elles sont reliées par une arête.
Et voilà. Donc, en fait, ici, en se donnant une matrice de labyrinthe, en fait, j'ai déjà un graphe. Les sommets de mon graphe, c'est tous les couples IJ, donc qui sont des cases blanches, donc dont la valeur de la matrice, c'est 1. Et j'ai mes arêtes. Je dis que deux cases blanches sont reliées par une arête si on peut aller de l'une à l'autre en faisant un seul pas, en se déplaçant que d'un seul pixel, soit vers la droite, soit vers la gauche, soit vers le haut, soit vers la droite. Ici, j'ai pas considéré les déplacements en diagonale. Voilà. Après, c'est arbitraire. On peut considérer les cases en diagonale aussi comme des déplacements. J'ai considéré que non. Et donc, eh bien, on a donc un graphe, et donc on va pouvoir coder le parcours en largeur. Alors, pour coder le parcours en largeur, je vais d'abord avoir besoin d'une fonction qui, étant donné un sommet, va me renvoyer la liste de ses voisins. Ça, on sait que c'est important parce que quand on fait le parcours en largeur, on traite tous les successeurs d'un sommet. Donc, on a besoin d'avoir la liste de ses voisins, c'est-à-dire les points qu'on peut atteindre directement. Donc, pour ça, j'ai déjà créé cette fonction pour gagner un petit peu de temps. Donc, c'est une fonction qui va utiliser comme paramètre ma matrice et sommet, le sommet du graphe. Et donc, le but de ma fonction, c'est de renvoyer la liste des sommets, des voisins de ce sommet. Donc, pour ça, je vais partir, donc je vais définir n comme le nombre de lignes de la matrice et p, le nombre de colonnes de la matrice. Donc, encore une fois, écrire n, p égale len de m, len de m crochet 0, c'est encore une fois faire du dépaquetage de tuple. Ici, le couple NP est un couple et je lui attribue la valeur du couple len de m, len de m crochet 0. Je peux mettre des parenthèses ici si vous préférez, mais elles sont facultatives. Python comprend, si je ne mets pas ces parenthèses, il comprend que n doit valoir len de m et p len de m crochet 0. Donc je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses, mais si vous voulez les mettre, vous pouvez les mettre. Bon. Elles ne sont pas très utiles en le sommet, pareil. Donc un sommet, on a dit qu'on le représentait comme un couple, indice de ligne, indice de colonne. Donc je vais avoir besoin de l'indice de ligne et l'indice de colonne de sommet. Donc j'écris que c'est le couple AB égale sommet. Alors, encore une fois, c'est du dépaquetage de tuple. Ça revient à dire que sommet 0, A va valoir sommet de 0 et B sommet de 1. Mais juste écrire le couple AB égale sommet, ça fait la même chose directement. Ensuite, comme je sais que les voisins, c'est les voisins d'un sommet, d'un point, d'une case blanche de mon graphe, c'est soit faire un pas vers la gauche, soit un pas vers la droite, soit faire un pas vers le haut, un pas vers la droite. Donc ça me donne 4 voisins. Donc par exemple, si je fais A, je prends le couple AB, et que j'augmente son indice de ligne de 1, autrement dit, si je fais A plus 1, quand l'indice de ligne augmente, je suis en dessous. Donc je suis là. Donc en faisant A plus 1B, j'obtiens un sommet qui est voisin de A en étant juste un petit peu en dessous de lui, en faisant une case en dessous. Pareil, si je fais A-1, virgule B, je serai cette fois-ci une case au-dessus de lui. Si je fais A, virgule B plus 1, c'est l'indice de colonne que j'augmente de 1, donc je serai un pas vers la droite. Et si je fais A, virgule B moins 1, je serai un pas vers la gauche. Donc là, j'obtiens 4 éléments, et la liste de ces 4 éléments, j'appelle ça la liste des potentiels voisins. Alors pourquoi potentiel? Parce que vous pouvez me dire, ça c'est les 4 voisins, il n'y a plus qu'à renvoyer ça, on a fini. Mais attention, il y a deux problèmes à ça. Déjà, le premier problème, c'est que quand j'écris A plus 1, virgule B, ou A moins 1, virgule B, ou A, virgule B plus 1, ou A égale B moins 1, il faut bien que A, par exemple A et B plus 1, soit bien un indice valide de ligne et de colonne. A, c'est un indice de ligne, B plus 1 va devenir un indice de ligne. Il faut bien que B plus 1 ne dépasse pas le nombre de lignes, sinon j'aurai un out of range. Donc prenons comme exemple le sommet qui est tout en bas, ici. Donc si je me dis que ça c'est mon couple AB, eh ben, vous voyez, j'aurais du mal à faire A plus 1, parce que A plus 1B, c'est celui qui est en dessous. Oui, mais déjà à la dernière ligne, il n'y a pas de ligne en dessous. Donc déjà, il va falloir que je demande à ce que les éléments qui soient là-dedans soient bien des indices de ligne et de colonne valides. Autrement dit, il va falloir que I, si j'appelle I l'indice de ligne, il soit pas trop grand et pas trop petit, et pareil, l'indice de colonne soit pas trop grand et pas trop petit. Pareil, si A vaut 0, je fais A moins 1, il n'y a pas de ligne moins 1. Donc ça, c'est ma première restriction. Il faut que les potentiels voisins ne pourront être de vrais voisins que s'ils sont constitués d'indices de ligne et de colonne valides. Ma deuxième restriction, c'est que peut-être que ce sont des indices de ligne et de colonne valides, mais que ça me donne des cases noires, des murs. Et autrement dit, dans ce cas, ce ne sera pas des voisins, parce que les voisins, ce sont des cases blanches, les cases sur lesquelles je peux me déplacer. Donc j'ai donc deux restrictions.
Donc ça, c'est pour ça que la liste que j'ai appelée PV ne sont pas la liste des voisins, mais la liste des potentiels voisins. En tout cas, c'est là-dedans que je vais pouvoir trouver mes voisins. Mais par contre, là-dedans, il va falloir que je rajoute des conditions pour avoir des voisins. Donc ça, c'est ma liste PV de voisins. Et ma liste de voisins, donc du coup, j'avais tous les couples IJ pour IJ dans cette liste de potentiels voisins. Mais I, c'est un indice de ligne. Donc il faut qu'il soit un indice de ligne valide. La première ligne de ma matrice, c'est 0. Donc il faut que I soit positif. Ma dernière ligne, comme je commence à 0, ma dernière ligne, c'est n-1. Autrement dit, il faut que I il soit inférieur ou égal à n-1. Ce qui revient à même qu'exiger que I soit strictement plus petit que n. Pareil, J, c'est un indice de colonne. Et il y a P colonne. Donc il faut que J soit positif. Et il faut que J soit inférieur ou égal au numéro de la dernière colonne qui est P-1. Donc il faut que J soit inférieur ou égal à P-1. Il faut donc que J soit strictement plus petit que P. Donc ça, c'est pour ma première condition. Ma deuxième condition, c'est que je n'ai pas un mur. Autrement dit, il faut que M, ma matrice M, à la ligne I et à la colonne J, il faut que G égale 1, la valeur soit égale à 1 pour avoir une case blanche, et pas 0, une case noire. Donc je demande aussi à ce que M, crochet I, crochet J, vaille 1. Je mets double égal parce que rappelez-vous, quand on teste une égalité, eh bien, on met un double égal, et pas un égal à 1 qui changerait la valeur de M, crochet I, crochet J. Voilà, et donc là, ça me donne la liste par compréhension. Pourquoi par compréhension? Donc ça, c'est une méthode pour créer des listes, c'est donner tous les éléments dans la liste, dire où est-ce que je les prends, donc ici dans la liste PV, à condition qu'ils respectent la condition. On dit par compréhension parce qu'on a compris ce qui était dedans, parce qu'on a donné la règle pour ceux qui allaient être dedans, c'est-à-dire pour ceux qu'on allait inclure dans la liste V, et à contrario, ceux qu'on allait refuser. Ceux qui ne respectent pas ces conditions-là ne sont pas dans la liste V. Par contre, ils restent dans la liste PV, qui était la liste des potentiels voisins. Un petit point un petit peu subtil, c'est que quand j'écris M crochet I crochet J, bah, il faut bien que M crochet I crochet J ait un sens. Autrement dit, il faut bien que I soit un indice de ligne possible et J est un indice de colonne valable. Sinon, ça fait un out of range. Par exemple, si I il vaut N, et ben comme la dernière ligne c'est N-1, ça prend out of range. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis la condition sur I, l'indice de ligne et l'indice de colonne avant. Parce que si jamais l'indice de ligne n'est pas vérifié, cette condition-là n'est pas vérifiée. Et Python, quand il a des indes à vérifier, il est ce qu'on appelle paresseux. Puisque cette condition-là n'est pas vérifiée si I vaut N, par exemple, eh ben, il n'ira pas vérifier les autres. Et donc, il n'ira pas vérifier si M crochet I crochet J a un sens. Il n'y en a pas ici. Ça nous éviterait, ça nous fera un out of range. Pareil, si J n'est pas un indice de colonne valide, eh bien, cette condition-là, la deuxième condition n'étant pas vérifiée, il n'ira pas vérifier la troisième condition. Et là, c'est là où il y a une petite subtilité. C'est que si j'avais écrit la même chose, mais dans l'autre sens, j'avais écrit M, crochet I, crochet J, 1 égale 1, ind, I est un indice de ligne et J est un indice de ligne valide, et bien là, j'aurais une erreur. Parce que le jour où I et J n'est pas un indice de ligne valide, la première condition qu'il cherche à vérifier, c'est celle-là, mais si I provoque déjà un out of range, là, il va trouver une erreur. Donc le fait de devoir vérifier cette condition en premier peut provoquer une erreur. Alors que si je la mets en dernier, eh bien là, ça ne provoquera pas d'erreur à cause du caractère paresseux de Python. Si cette condition-là n'est pas vérifiée, il arrête là et il ne mettra pas l'élément IJ dans la liste parce que la condition n'est pas vérifiée. De même, si J n'est pas valide, il ne le vérifie pas, cette condition-là, et donc il ne provoquera pas d'erreur. Donc l'ordre dans lequel je mets ces propositions dans le if, ici, est importante. Mathématiquement, dire que la proposition P et Q est vraie, c'est la même chose que de vérifier que la proposition Q et P est vraie. Il faut que les deux le soient. Mais en Python, parfois, il vaut mieux mettre en premier les conditions restrictives pour qu'au moment de vérifier la dernière condition, c'est-à-dire qu'on ne cherche à vérifier cette condition-là que si les premières sont vraies, et le fait que les premières soient vraies assure que cette dernière ait du sens. Donc c'est un petit peu subtil, l'ordre dans lequel je mets les conditions est important. Voilà. Et donc, en tout cas, à la fin, ça me crée la liste V et j'ai plus qu'à la renvoyer. Il y a une deuxième façon de créer cette liste V que j'ai mis en commentaire, vous pourrez regarder un petit peu en détail. C'est juste la même chose, je pars d'une liste vide. Pour tous les éléments de PV, je vérifie la condition. Et quand il la vérifie, je ajoute à ma liste V le couple IJ. Donc ces 4 lignes-là, c'est la même chose que là, donc c'est juste plus de lignes. Donc si vous préférez cette méthode-là en 4 lignes, vous avez le droit. Seulement, il faut connaître les deux. Donc c'est pour ça que là, je vous mets les deux pour vous faire réviser les deux. L'un par compréhension, l'autre, c'est je pars d'une liste vide et à chaque étape, je rajoute les éléments, seulement ceux qui vérifient la condition nécessaire.
Mais à la fin, ça renvoie la même chose. Et donc, je vais tester ce truc là. Euh, donc, je teste cette fonction-là. Et là, ça me renvoie une erreur. Est-ce que j'ai bien dit qu'elle était source? Voilà. C'est bon. Hop, l'erreur est corrigée. Donc, il faut bien tester cette fonction-là. Donc, si je pars du source, donc source, ici, on a dit que c'est celui qui était en haut à gauche. Quel voisin il avait? Bah, il en avait un seul, c'est celui qui est juste en dessous. Je peux faire qu'un pas vers la droite. Je peux pas faire en haut parce que je sors. Je peux faire un pas vers la gauche, je suis dans le noir. Je peux faire un pas vers la droite, je suis dans une case noire, donc le mur, donc je peux faire que ça. Et ça, c'est la case de coordonnées 1, 1. Donc ici, ça me renvoie bien le couple 1, 1. Par contre, si je fais la liste des voisins de 1, 1, ici 1, 1, je vois que si je suis ici, c'est le deuxième ligne, deuxième colonne, il y a trois voisins. Celui qui est en haut, donc la source, coordonnée 0, 1. Ici, celui qui est là, donc deuxième ligne, troisième colonne, donc c'est 1, 2. Et celui qui est là, c'est troisième ligne, deuxième colonne, donc c'est 2, 1. Et je vois que ce qui me renvoie ici est bien cohérent. C'est bien la liste des trois éléments que je viens de vous lister. Ok, donc maintenant il va falloir programmer ce parcours en largeur. Comment on code le parcours en largeur? Donc j'ai déjà écrit le nom de la fonction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on sait que le parcours en largeur, il faut partir d'une liste, d'une file, et donc qui au départ contient le point de départ, source. Je crée ma liste V des points visités. Donc au début, c'est ma liste, la liste est vide. Donc je vais mettre des petits commentaires. Liste des sommets et visités. Ça, c'est ma file. Et je sais que ce que je dois faire, c'est que tant qu'il y a des éléments dans la file, donc tant que la longueur de la file est strictement positive, qu'est-ce que je fais? Je prends le premier élément de la file et je vais le visiter. Donc comment on récupère le premier élément de la file et non seulement il faut que je récupère ce premier élément, il faut que je le retire. Ça, il faut se rappeler que quand j'ai une liste, quand je lui retire son premier élément, je fais file.pop0. Ça retire le premier élément de la file. Et si j'écris, donnons un nom à ça, sommet, égale file.pop0, et bien ça va retirer à file son premier élément, et ça va lui donner la valeur sommet. Donc c'est le premier élément qui est dans la file, donc c'est celui qui a le plus attendu. Je sais que je le rajoute à ma liste des points visités, et je me rappelle, pour tous les voisins de ce sommet, il faut que j'ai rajouté à la liste. Alors, ça tombe bien, j'ai une fonction qui me donne tous les voisins. Donc, for vin liste voisin, donc de m, ma matrice, et de mon sommet actuel, sommet, eh bien, je vais rajouter v à la file. Seulement, si je fais ça, c'est que j'ai oublié un truc dans le parcours en largeur. Je ne cherche pas à rajouter tous les voisins à la file. Je cherche à rajouter seulement ceux qui ne sont pas déjà dans la file, parce que s'ils sont déjà dans la file, bah, ça ne sert à rien de les rajouter, s'ils sont déjà en train d'attendre. Ça ne sert à rien non plus que je rajoute ceux qui sont déjà visités, parce que ceux qui sont déjà visités, on les a déjà traités. Il faut bien que je mette la condition. Il faut que je rajoute à la file seulement ceux qui n'ont pas été visités et seulement ceux qui ne sont pas en train d'attendre. Donc si if v not in la liste des points visités, and v not la file. Ceux qui ne sont pas dans la file. Et je rajoute le v. Et là, à la fin de ma boucle while, j'ai fini mon V. Et donc V sera la liste des points visités. Voilà, exécuter ça. Et donc, hop, ça. Ah, et là, ça me donne une erreur. Ah oui, c'est à la file. File, c'est ma liste, et je lui ajoute V. Voilà. Donc, je mesure le temps au départ. Je demande de parcourir
le graphe partant de source, donc le début de mon labyrinthe, j'enregistre le temps que ça lui a pris. Donc le temps que ça lui a pris, c'est tac, moins tic, c'est le temps à l'arrivée, moins le temps au départ. Et j'ai demandé d'afficher est-ce que but était dans V. Et il me répond vrai. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que but, c'est-à-dire là où je veux arriver, a bien été un sommet visité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les points que je visite dans mon parcours en largeur, c'est les voisins de source, c'est source lui-même, c'est les voisins de source, et puis c'est aussi les voisins des voisins de source, puis les voisins des voisins des voisins de source, etc. Et ça continue tant qu'il y a des éléments dans la file. Donc le fait que but ait été dans V me prouve qu'il existe bien un chemin, parce que but a été vu comme le voisin d'un voisin, d'un voisin, d'un voisin, d'un voisin, d'un voisin, de source un certain nombre de fois. Je vois aussi que le temps que ça m'a pris euh, est ridiculeusement faible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, 0,02 secondes. Donc c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est que ça me donne pas, donc ça me donne pas le parcours qu'il faut faire pour sortir du labyrinthe. Ça me donne juste l'existence d'un chemin. Pour ça, il faut que je réfléchisse un petit peu. Donc je sais qu'à un moment donné, je suis arrivé à visiter but. Seulement, je suis arrivé à visiter en but en voyant but comme le voisin de quelque chose. Donc en voyant but comme le voisin de cet élément-là. Puis ce voisin-là, il a forcément été rajouté dans la file à un moment donné, puisque les éléments qui sont visités sont ceux qui sont dans la file, et ceux qui sont dans la file sont rajoutés seulement quand ils sont les voisins de quelque chose qui a déjà été dans la file. Donc c'est-à-dire que ce sommet-là a été le voisin, bah, soit de ce sommet-là, soit de ce sommet-là. Oui, mais je ne sais pas lequel. Et c'est là où on voit qu'il me manque quelque chose, c'est que quand je visite quand je rajoute un sommet petit v, en fait, je ne, je ne, je ne retiens pas euh, par quel sommet j'ai dû passer pour visiter petit v. V, c'était juste un voisin de sommet. Donc je l'ai visité dans ce code-là comme un voisin de sommet, mais j'ai oublié qui était ce sommet-là. Et comme il y a beaucoup de sommets, bah, je ne peux pas deviner. Donc en fait, il faudrait ici, quand je rajoute petit v à ma file, que je l'enregistre. Qu'en fait, petit v, je l'ai visité comme à partir de sommet. Autrement dit, petit v, ça a été un voisin de sommet, ça a été un successeur de sommet. À l'inverse, sommet est donc un prédécesseur de v. J'ai visité sommet avant v, donc sommet, c'est ce qu'on appelle un prédécesseur en français du terme. Donc pour ça, je vais dire bah, p de v égale sommet. Ça veut dire sommet est un prédécesseur de V. Alors, quand j'écris P de V égale sommet, ça a quoi comme structure? Eh bien, P est un dictionnaire. P est un dictionnaire, donc V sera une clé. Et quand je demanderai P de V, ça me donnera le sommet par lequel je suis allé, j'ai pu visiter petit v. Alors, si j'écris ça comme ça, c'est pas très, ça va pas fonctionner parce que P n'a pas été défini. Donc ici, je suis en train de créer une structure de dictionnaire, mais P crochet V, ça a deux sens. Soit ça modifie la valeur de P de V si V était déjà une clé du dictionnaire, soit ça rajoute au dictionnaire P la clé V avec la valeur sommet. Mais dans tous les cas, ça demande à ce que le dictionnaire P ait déjà été créé. Donc il faut d'abord que je crée un dictionnaire P avant. Donc je vais partir d'un dictionnaire comme ça, donc d'un dictionnaire vide, entre crochets. Et dictionnaire. Et ça, ça va être le dictionnaire des prédécesseurs. Autrement dit, euh, si... Et donc évidemment, à la fin, bah, du coup, je vais renvoyer P aussi, parce que je vais avoir besoin de ses prédécesseurs. Donc si je fais ça, donc du coup maintenant, la fonction parcours largeur va m'envoyer deux choses, donc je vais retenir ces deux choses, V et P. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais maintenant utiliser ces prédécesseurs? Eh bien, mon arrivée, elle est là. Elle a un prédécesseur, puisque je l'ai visité. Ce prédécesseur, c'est celui-là. Puis après, je vais demander le prédécesseur de ce prédécesseur. Mettons que ce soit celui-là. Puis le prédécesseur de ce prédécesseur, etc. Et à chaque fois, je vais remonter les prédécesseurs, jusqu'à arriver à source. Pourquoi je suis obligé d'arriver à source? Parce que tous les sommets que j'ai visités ont été vus comme les successeurs des successeurs des successeurs de source. Donc en remontant de n'importe quel sommet visité, son prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur un certain nombre de fois, on donnera la source. Donc j'ai plus qu'à partir de mon arrivée. Donc on va partir de position égale but. Et tant que position n'est pas la source, eh bien,
je vais remplacer position par son prédécesseur. Et à chaque fois, du coup, je vais remonter le prédécesseur. Et au bout d'un moment, forcément, je vais finir par arriver à la source. Ok, mais ça va pas. Donc si je fais ça, il faut bien que du coup, j'enregistre que je vais passer par position. Donc position, c'est un sommet. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de modifier la valeur de la matrice. Euh, Position, c'est un sommet par lequel il va falloir que je passe. Et donc, au lieu de le mettre en blanc, je vais le mettre en gris. Donc pour ça, je vais prendre l'indice de ligne de position, c'est position de 0. Ça, c'est position. L'indice de colonne, c'est position de 1. Donc je vais modifier la valeur de la matrice pour demander à ce que ça vaille, par exemple, 0,7. Ça fera un gris clair. Et je vais refaire ça, donc je vais faire ça jusqu'à source, jusqu'à temps qu'arrive à source. Et donc en modifiant la valeur seulement de ces pixels-là seront en gris. Et les autres resteront en. Les cases blanches qui ne me servent pas pour mon chemin restent en blanche. Les murs noirs bah, restent des murs noirs. Et bah, j'aurai le chemin. On va vérifier. Hop. Et voilà, là je vois un chemin qui apparaît. Donc comment j'ai fait ça? Eh bien là, vous voyez, on voit le chemin qui apparaît. En fait, ce chemin-là, il a été dessiné à l'envers. On est parti de but. On l'a, on a modifié sa valeur, on l'a mis en gris. On a calculé son prédécesseur, c'est lui, on l'a mis en gris. On a calculé son prédécesseur, on l'a mis en gris, etc., etc. Jusqu'au moment où on arrivait à source. Bon, source, on l'a pas mis. Et donc ça s'arrête qu'en position égale source. Le problème, c'est que comme ça s'arrête qu'en position égale source, ça ne le peint pas en gris. Bon, alors si je veux le mettre en gris, hop, je peux le mettre en gris hors de la boucle while. Et normalement, si je fais ça, il sera. Voilà. Et donc là, on voit totalement le chemin à parcourir. Et on l'a parcouru. Alors, pour le tracé, on l'a parcouru à l'envers, mais maintenant qu'on le voit en gris, eh ben, on voit bien le chemin à parcourir pour avoir le graphe. Voilà. Et donc, eh bien, ça nous explique comment ce parcours en largeur eh bien, nous permet de trouver notre chemin dans le labyrinthe. Alors seulement, il y a un petit problème sur lequel il faut revenir maintenant, c'est que j'ai créé un deuxième fichier, donc une deuxième matrice qui s'appelle M2, et on va voir le résultat, ce que ça donne. Donc c'est une matrice qui va être plus grande. Donc là, vous voyez, c'est une matrice avec 250 lignes, 250 colonnes, donc c'est un labyrinthe bien plus grand. Et alors, on va tout réexécuter. Et seulement ici, eh bien, il y a un problème. C'est que vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Alors tout à l'heure, ça nous affichait un temps ridiculement faible, ça c'était quasiment instantané. Là, vous voyez, le calcul est un peu plus long. Alors c'est normal, vous allez me dire, c'est un graphe qui est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de sommets, le calcul est plus grand. Oui, mais vous voyez, on a quand même l'impression d'attendre un petit peu beaucoup trop. Euh, donc il y a quelque chose qu'on a mal fait. Et pendant ce temps, alors ça va bientôt arriver, nous dire autant qu'il faut, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer ce qu'on a mal fait. Le problème, c'est que la liste des sommets V, elle est de plus en plus grande. Le problème, c'est que vérifier si un élément est dans une liste, bah, plus il y a d'éléments à vérifier, plus ça prend du temps à vérifier. Si vous avez une liste à 3 éléments, bah, si vous voulez vérifier que 5 est dedans, bah, vous regardez le premier, le deuxième, le troisième. Et si aucun vaut 5, bon, vous avez fini. Mais si votre liste a 1000 éléments, il faut parcourir les 1000 éléments, peut-être. En tout cas, si votre élément n'est pas dedans, il va falloir parcourir les 1000 éléments pour y arriver. Donc plus V est grand, plus ça va vous prendre du temps à vérifier. Parce que V est une liste. Et bah, du coup, en fait, c'est ça qui vous a pris du temps. Vous voyez, on a vu 71 secondes. C'est un peu grand. Et encore, c'est pas le plus grand labyrinthe, là, c'est 250 lignes et 250 colonnes. J'aurais pu mettre 500 lignes et 500 colonnes. On va peut-être afficher le résultat. Voilà, et là, ça m'affiche un chemin. Donc là, vous voyez, c'est le chemin en gris. Oui, c'est quand même un chemin beaucoup plus tortueux, presque fractal, pour arriver au bout. Bon, mais 71 secondes, moi, je trouve que c'est beaucoup trop grand. Et donc, il y a un truc un petit peu à comprendre. C'est que donc, vérifier qu'un élément est dans une liste, ça a une complexité qui est la longueur de la liste. Si la liste a 1 million d'éléments, bah, ça prend 1000 fois plus de temps à le vérifier que s'il y en a 1000. Donc ça, c'est pour les listes. Mais, pour une raison que vous découvrez en deuxième année, vérifier si un élément est dans est une clé d'un dictionnaire, ça prend beaucoup moins de temps. Et regardez, les éléments qu'on met dans la file, eh ben, on les met aussi dans le dictionnaire.
Mais les éléments qu'on met dans la file, on les retire dans la file quand on les visite, quand on les met dans V, mais on ne retire pas les valeurs du dictionnaire. Donc finalement, être dans V ou être dans la file, c'est que vous êtes dans P. En fait, P, euh, dès lors que vous allez être dans la file, vous allez être dans P, et dès lors que vous allez être visité, vous allez être dans P. Donc finalement, si V, il est pas dans P, bah, c'est qu'il n'a pas été ni dans la, c'est qu'il est ni dans la file, ni dans la liste des points visités. Donc, au lieu de demander que V soit pas dans V ou dans la file, on va demander à ce que V ne soit pas une clé du dictionnaire. Donc, P.keys. En demandant à ce que V ne soit pas une clé d'un dictionnaire, on va en fait avoir la même condition, sauf que vérifier que si un élément est une clé d'un dictionnaire, ça prend beaucoup moins de temps. Alors au début, quand il y a peu d'éléments dans le dictionnaire, ça ne va pas changer grand-chose, mais quand il y a beaucoup d'éléments dans le dictionnaire, ça va changer. Alors, je vous rappelle qu'on fait P not in P.keys, on peut faire aussi P tout court. Donc on va tester, puis on va voir si ça prend moins de temps. Voilà, et là on retrouve bien notre chemin. Donc voilà, donc, et là, ah oui, là effectivement, ça a pris 0,3 secondes. Donc avant l'ajout, c'était 70 secondes. Là, pardon, 0,3 secondes. Donc on a divisé en fait notre temps de calcul par 200. C'est pas mal. Euh, voilà, et ben ça finit donc euh, ce- cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver sur le cahier, sur le site de la prépa, le code qui correspond, les données pour les deux labyrinthes, donc le petit labyrinthe et le grand labyrinthe qui est quand même plus rigolo. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.